15h, nous en studio évoquer tous ces sujets. Bonjour Jean-François. Ouais, bonjour Grégoire. Vous êtes le directeur général de Morningstar à Paris. On va tout de suite prendre la direction d'Odo et compagnie, donc qui est avec nous en studio, directeur général de Morningstar. Quel est l'état des lieux des marchés en ce début de semaine, Jean-François? Et je rappelle qu'on sort d'une semaine qui a été particulièrement chargée pour les investisseurs. Il y a eu bien sûr la hausse de taux de la Fed, il y a eu les élections aux Pays-Bas, et puis pour conclure la semaine, au cours du week-end, on a eu G20 Finance qui ne mentionnait plus, qui a supprimé la mention appelant à lutter contre toute forme de protectionnisme, un point qui a été bloqué évidemment par la nouvelle administration de Donald Trump et le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin qui était sur place à Baden-Baden en Allemagne. Quel est l'état des lieux des marchés pour commencer cette semaine, Jean-François? Alors, on a eu une nouvelle en provenance des États-Unis et de la Fed qui aurait pu être interprétée comme négativement par les marchés en se disant ça y est, on confirme bien une hausse des taux et donc ça risque d'être un petit peu moins porteur pour les marchés actions. Et finalement, ça a été plutôt bien perçu. Inversement, la nouvelle politique en provenance de l'Europe était plutôt mal perçue. On s'attendait à une bonne nouvelle porteuse qui allait réveiller les marchés européens. On voit qu'ils sont toujours en léthargie. Donc on se pose des questions par rapport à ce paradoxe. Le paradoxe, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, les marchés américains continuent à anticiper des bonnes nouvelles en provenance de Trump et de la Fed. C'est vrai sur les actions. On a vu des performances depuis le début de l'année des différents indices qui ont été vraiment très bons. Les bancaires et les financières aux États-Unis sont très bien tenus. C'est vrai aussi sur le crédit et le high yield qui ont caracolé en tête et délivré des performances, d'excellentes performances encore la semaine dernière. C'est vrai sur les taux américains qui continuent à rester sur des niveaux élevés de l'ordre de 2,50 sur le 10 ans américain. Ah, pour vous, alors, 2,50, on est sur des niveaux élevés parce que certains imaginaient qu'on allait plutôt vers 3. Vous voyez ce que je veux dire, Jean-François? Enfin, tout est relatif, hein, mais tout est relatif, mais c'est plus élevé qu'il y a 6 mois. Voilà, c'est ça. Et on reste dans ce sentiment de hausse des taux, alors même que les indicateurs la semaine dernière sont plutôt décevants. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écartement, de spread entre les anticipations d'un côté et le décalage par rapport à la réalité sur la conjoncture économique. J'en veux pour preuve le ralentissement de la croissance au premier trimestre. C'est la Fed d'Atlanta qui parle d'une croissance de 0,9% en rythme annuel. Donc là, on est loin des 2-3% espérés sur l'année 2017. J'en veux pour preuve les ventes au détail qui ont été décevantes sur février. On sait ô combien la consommation des ménages est importante pour les entreprises et la croissance du PIB. On est à plus 0,1% uniquement sur février 2017. J'en veux pour preuve les permis de construire qui étaient moins nombreux en février. Donc on se dit, bon, il faut encore attendre. Une hirondelle fait pas le printemps, donc il faut peut-être encore attendre avril, voir les trimestriels, voir si ces indicateurs macroéconomiques confirment cette déception ou pas. Mais clairement, on a ce grand écart qui est en train de se matérialiser, une sorte de risque un peu Trump par rapport aux anticipations qui ont été vendues par Trump et aussi par le fait que ces mesures prendront énormément de temps. On voit, il y a un ralentissement, il y a une négociation sur le budget, sur l'Obamacare qui prend énormément de temps. Et donc peut-être que le risque, c'est que les marchés s'aperçoivent de ce décalage et soient rattrapés par ce décalage. Non, mais c'est un point majeur, parce qu'effectivement, on a eu alors, vous nous parlez là d'indicateurs, les ventes au détail, les chiffres immobiliers qui sont des données réelles, qui sont des données dures, qui sont compilées par les différents organismes. Mais quand on regarde les enquêtes, les sondages d'opinion qui sont faits aussi auprès des acteurs de marché. On n'est pas dans la politique, mais les enquêtes de morale des ménages, les enquêtes de morale des patrons de PME, par exemple, aux États-Unis, les enquêtes de morale des directeurs d'achat, toutes ces enquêtes-là, elles sont au plus haut. Morale des consommateurs, indicateur de confiance des chefs d'entreprise au plus haut, pratiquement au maximum. Mais ça veut dire qu'il faut se méfier peut-être aussi de ces enquêtes, de ces sondages qui sont faits auprès des acteurs économiques, quand on regarde en tout cas la réalité des faits et la réalité de la dynamique de l'économie américaine. Il y a le momentum, puis il y a la dérivée. La dérivée seconde, comme en mathématiques, où on regarde la tendance et l'évolution de la tendance. Si ça se confirme, effectivement, on a un risque qu'il faut avoir en tête, de déception sur les États-Unis. Inversement, sur l'Europe, c'est pratiquement le phénomène inverse. C'est-à-dire que les marchés sont complètement en léthargie, on n'avance pas,
on a un CAC 40 qui reste à 5000 points, alors même que la semaine dernière, on continue. On a l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent. Ensemble, on évoque une amélioration de la conjoncture européenne. J'ai noté l'emploi en Europe qui est en hausse de plus 0,3% fin du trimestre 2016, avec en plus une vraie amélioration en Europe du Sud. L'Espagne est à plus 0,4%, donc c'est important de le signaler. Une production industrielle qui augmente de 0,9% en janvier 2017 en zone euro. Donc il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de chiffres mensuels, avec des propos qui ont été rassurants en provenance de la BCE. Je rappelle les résultats politiques des Pays-Bas, où on avait été tous un petit peu inquiets par rapport à ces résultats, et si c'était pas une mèche qui allait s'allumer, avec des résultats et des opérations de M&A aussi, et des opérations de fusion-acquisition qui se multiplient en Europe. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre. Des indicateurs macroéconomiques qui ont tendance à s'améliorer. Là, pour le coup, la dérivée est plutôt positive. Et puis des marchés qui restent aussi stables, avec aussi une inquiétude, des questions sur les financières, AXA, BNP, etc., sur le CAC 40. Alors, est-ce que ça a commencé à bouger un peu quand même? Voilà. Parce que voilà, quand on prend la performance depuis le début de l'année, oui, les marchés européens sont en retard, mais on a l'impression quand même depuis quelques jours, quelques semaines, il se passe quelque chose. Enfin, oui. On a l'impression qu'il y a peut-être l'envie d'aller rattraper un peu ce retard des actions européennes par rapport à Wall Street, par exemple. Alors, si vous prenez le microscope et que vous regardez effectivement sur un mois, c'est pas un horizon de placement très long, mais on voit que les financières en Europe se sont bien améliorées. C'est vrai. Là où le CAC 40 fait plus 2, c'est plutôt sur un mois, c'est plutôt plus 7, plus 8 sur des BNP AXA. Il faut aussi signaler que c'est assez étonnant qu'on n'ait pas plus de mouvements sur les bancaires et les financières européennes, alors même qu'elles sont assez peu chères. Je rappelle que les PE, donc les cours sur bénéfices, sont de l'ordre de 9 à 10. Une société comme AXA, comme Generali, comme BNP, c'est des rendements de 5 à 5,5%. Leurs homologues américaines, c'est plutôt des rendements de 2%. Et leurs homologues françaises sur d'autres secteurs, vous prenez un L'Oréal, un Air Liquide, etc., on est sur des PE de 25. Donc c'est 2 fois, 3 fois moins cher des financières que d'autres types de grandes valeurs du CAC 40. Donc il y a clairement, en phase de hausse des taux, là encore, un intérêt pour, selon nous, les financières. Alors après, la question, c'est de se dire, est-ce que je rentre maintenant en sachant qu'on est à un mois des élections, à quelques heures du grand débat, ou est-ce que j'attends encore? Alors, très clairement, la prudence sur les États-Unis, selon nous, est intéressante. Et il faut bien avoir ça en tête. Donc on préfère être prudent sur les États-Unis et éviter ce risque de déception. En revanche, revenir agressivement sur l'Europe en pleine campagne présidentielle française est un petit peu risqué. On est convaincu chez Morningstar qu'il n'y aura pas d'élection d'extrême. Et l'autre élément qui, j'allais dire, nous rassure, c'est on est à un mois, donc on peut attendre un petit peu, on n'est pas obligé de se précipiter. Mais il est clair que les marchés internationaux ne voudront pas revenir sur l'Europe en pleine élection et que les marchés risquent de rester un petit peu capés, surtout que le programme de Marine Le Pen, c'est pas le programme de Trump ou du Brexit de Theresa May. Theresa May, elle est pro-business, elle va tout de suite aux États-Unis, en Inde, pour signer des accords bilatéraux. C'est Global Britain. Voilà, on veut être la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, connecté au reste du monde. Exactement. Trump, c'est la déréglementation en faveur des financières et le pro-business, on s'en est rendu compte. Un peu de protectionnisme aussi, mais bon, voilà, on veut moins le voir, peut-être. C'est moins réel aujourd'hui, peut-être. Voilà, il veut absolument favoriser les entreprises américaines. De Wilders aux Pays-Bas, modulo son programme un peu raciste et sociétal, mais c'était aussi un programme très libéral, ce qui n'est pas du tout le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas pro-business, pro-entreprise. Les mesures, certains disaient, c'est une mesure du Parti communiste des années 70, mais c'est plutôt la retraite à 60 ans, la sortie de l'euro, enfin voilà, on ne va pas détailler le programme, mais ça montre bien que les investisseurs internationaux ayant ça en tête se disent, c'est pas vraiment le même film, le même choix qu'un Brexit ou qu'un Trump. On ne trouvera pas des éléments du programme auxquels se raccrocher en se disant tiens c'est bien, c'est pro-business, c'est bon pour les marchés, comme on a pu le faire avec Trump, comme on a pu le faire dans d'autres cas. Exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une sorte de chape de plomb sur l'Europe pendant un mois. Tout le monde est un peu en léthargie en attendant d'y voir plus clair, ce qui est normal parce qu'on voit bien que c'est vraiment un choix binaire. Bon, et la semaine s'annonce relativement tranquille, en tout cas du point de vue de l'agenda. Vous le disiez tout à l'heure.
C'est plus tant la Fed. On voit que les hausses de taux, elle peut monter ses taux, c'est préannoncé, c'est intégré par le marché, on vend la nouvelle, enfin il y a même plus de surprise, il y a même plus d'inquiétude de ce point de vue-là. Non, la vraie question c'est que va faire Donald Trump. Enfin c'est une question qui revient là de manière lancinante, mais plus le temps passe, plus c'est une question qui prend de l'importance. Oui, c'est deux risques politiques, un risque politique en Europe et un risque politique aussi aux États-Unis, où on revient sur la politique de Trump qui a été tellement anticipée, à la fois sur les actions et sur les taux. S'il y a déception, ça veut dire baisse des taux, puisqu'on aura des indicateurs macroéconomiques décevants et non relayés, non compensés par une politique de Trump ultra accommodante. Et pareil sur les actions, avec un risque de baisse sur les marchés américains qui ont tellement acheté ce Trump rally. Inversement, s'il sort vraiment le bazooka et qu'on a vraiment les mesures à la hauteur de ces tweets, on risque d'avoir un relais de hausse des taux et un marché action qui risque de s'emballer vu les milliards qui sont annoncés. Alors j'en veux pour preuve aussi, on parlait des taux américains qui sont plutôt achetés en ce moment, c'est par rapport au flux sur les fonds. Oui. On n'a jamais eu autant, sur les 2 premiers mois de l'année, on a autant de collectes sur l'ensemble de l'année 2016 en Europe. Les investisseurs achètent, mais ils achètent des taux. Ils achètent des taux et cherchent du yield américain. 2,50 c'est mieux que 0,40 sur l'Allemagne. Ils achètent la dette émergente, ils achètent du high yield américain, ils achètent du cash en gardant un peu des actifs sous le coude. Donc on voit qu'il y a beaucoup de cash, on voit qu'il y a beaucoup de flux positifs, mais toujours pas sur les actions européennes malheureusement. Yannick, d'accord avec